La revue de presse d'Un Politique, comme tous les samedis matins. Et ce matin, nous accueillons Louis Alliot, vice-président du Front National. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a toujours quelques questions liées à l'actualité pour commencer cette rubrique. Mais là, en fait, on va trouver les questions d'actualité dans votre premier choix d'article. C'est un article du Parisien daté d'hier. Marine Le Pen a mal à son extrême droite. Et l'article rappelle que la patronne du FN ne veut plus que ce terme péjoratif, selon elle, d'extrême droite donc, soit associé à son parti. Mais quel est l'intérêt pour le Front National de lancer ce débat ? Mais parce que nos électeurs, nos militants, ne sont pas d'extrême droite. Et ils le revendiquent et ils nous informent pour que nous donnions à l'opinion publique notre vision de notre formation politique. Nous ne sommes pas d'extrême droite. Alors j'ai bien vu que les journaux ont repris les uns après les autres ce qualificatif infamant dans lequel on met tout, des terroristes, des extrémistes, des anciens adhérents de partis néofascistes, etc. Nous sommes le Front National. Nous avons, je pense, une histoire propre qui ne correspond pas justement à la définition de l'extrême droite en général. Mais quand vous parlez de votre histoire dans cet article du Parisien, on reprend la phrase de Marine Le Pen à la tribune du Congrès, c'était en janvier 2011, dans laquelle elle dit « Moi, j'assume tout l'héritage du Front National, son histoire, c'est un tout, alors je prends tout ». Oui, mais c'est vrai, on prend tout. Et d'ailleurs, il y a un article, il y a un dessin assez, j'allais dire, pervers dans le journal Le Parisien, par exemple, qui met d'anciens membres de la collaboration, avec d'anciens de l'OS, etc. Et je vois M. Georges Bidault, parce que vos téléspectateurs ne savent pas, l'ancien successeur de Jean Moulin, c'est-à-dire le patron de la résistance en France, qui a été à l'origine du Front National, et qui est mis comme ça dans les extrémistes, alors que c'était un modéré, et c'était surtout un ami de Jean-Marie Le Pen, qui a voulu construire une formation politique qui ne soit ni gaulliste à l'époque des moments de l'Algérie, ni, j'allais dire, mais qui était allié à la gauche ou au centre-gauche de l'époque. Mais qui était quand même, enfin si on voit le dessin et l'article, qui était pro-Algérie française, c'est-à-dire proche de l'OS, pour faire simple. Oui, non mais d'accord, mais il était le patron de la résistance en 40. Si on nous reproche d'être la plupart du temps d'extrême droite, c'est par rapport aux événements de 40. En oubliant d'ailleurs que le plus grand finalement, le plus célèbre collaborateur aujourd'hui en France s'appelle François Mitterrand, qu'il a été décoré de la plus haute distinction du régime de Vichy, et dont je rappelle systématiquement, parce que le Parti Socialiste l'a oublié, qu'il était de l'ami intime de René Bousquet, celui qui a déporté les enfants du Veldiv. Alors les leçons, qu'ils se les gardent, et nous nous adressons aux Français, nous leur parlons d'avenir, et nous ne voulons plus être qualifiés d'extrême droite. Donc plus rien à voir avec ce Front National de 1972. Mais là, ça évolue. L'héritage. Mais ça évolue. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen lui-même a été résistant. Après tout, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Jean-Marie Le Pen, sinon servir son pays? Eh bien, les Français le voient petit à petit, et ils voient surtout que nous sommes une formation politique tournée vers l'avenir, et qui n'a pas, comme nos adversaires, les yeux systématiquement tournés dans les rétroviseurs. Bon, dernier point. Si nous, journalistes, on peut plus dire... Le Front National, c'est un parti d'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même une atteinte à la liberté de la presse? Franchement, si je vous dis, vous êtes vice-président du Front National, parti d'extrême droite. Ça y est, je me prends un procès? Je vais vous dire, vous faites ce que vous voulez, la presse est libre. Et c'est les téléspectateurs et les lecteurs des journaux qui feront le tri. Mais quand on voit le peu d'attrait, par exemple, de la presse écrite aujourd'hui, le peu de lecteurs qu'ils ont, bien qu'ils continuent comme ça, parce qu'ils ont de moins en moins de lecteurs, et Marine Le Pen a de plus en plus de soutien. Donc qu'ils y aillent, après tout, c'est une bonne chose. J'ai pas de procès, alors, si je dis ça aujourd'hui. Bon, voilà, soulagé. Deuxième choix, ce drame terrible, au large de l'île de Lampedusa. C'est un article du Figaro d'hier, vendredi 4, que vous avez doublé aussi avec ce choix de la une du Monde. D'hier, Lampedusa, l'indifférence coupable de l'Europe et le Monde souligne que l'Union européenne est complètement... elle ne peut rien faire face à ça, mais alors, vous appelez au secours l'Europe. Pourquoi ce choix? Parce que l'Europe, c'est pas votre tasse de thé, clairement. Parce que Lampedusa est le drame de notre politique étrangère, de la politique étrangère de l'Europe. Si aujourd'hui, beaucoup d'Africains, ou beaucoup de Libyens, pour le coup, sont en train de prendre des rafios pour tenter de rejoindre l'Eldorado européen via l'Italie et Lampedusa, c'est parce qu'il y a d'abord des réseaux mafieux qui font de l'argent sur ces pauvres gens. Il y a ensuite la responsabilité quand même historique d'avoir déstabilisé ces pays en Afrique. La France, M. Sarkozy, la guerre en Libye,
plus d'autorité dans ces pays, l'anarchie, la guerre, les persécutions, et des gens, évidemment, qui rêvent de venir chez nous pour avoir une vie meilleure. Là, en l'occurrence, c'était des Somaliens et des Érythréens qui étaient passés par la Tunisie. Je vous signale que les Érythréens, c'est une dictature abominable. Et là, on n'entend pas beaucoup M. Hollande et les droits de l'homiste pour aller essayer de faire le ménage dans cette région du monde. On voit bien qu'il y a des politiques à géométrie variable. Et la France a tout intérêt, ça a toujours été la politique du Front National, de parler à nos interlocuteurs africains pour d'ailleurs arrêter la fameuse France-Afrique, le soutien des dictateurs, et pour essayer justement de développer ce continent. Sinon, nous ne sortirons jamais de cette spirale. Et y créer des richesses, mais là ça devient un peu schizophrénique, parce que si on crée des richesses dans ces pays-là, c'est en implantant des usines textiles, de la sidérurgie, des chantiers navals, tout ce qui est parti de France, qui a créé du chômage en France. Et c'est un peu le discours du Front National, non? Commençons par le commencement, qu'il y ait un peu d'agriculture. C'est des pays aussi qui ont beaucoup d'argent, pour certains liés au pétrole. C'est aussi des pays qui vivent quelquefois sous la dictature, dictateurs que nous soutenons en sous-main. Eh bien, il faut arrêter tout cela, parce que je pense que l'immigration, le combat contre l'immigration, il se fait ici contre les clandestins pour inverser les flux aussi, mais il se fait aussi de l'autre côté de la Méditerranée, parce que tant qu'il y aura cette zone d'instabilité, de guerre civile et de misère, eh bien, nous subirons ce genre de choses, qui est quand même un drame humain, dont il faut quand même relever, c'est pour ça que je l'ai fait ce matin. Et vous êtes sensible à ces propos du pape qui parle de la mondialisation de l'indifférence, je reprends ces propos. Oui, mais la mondialisation n'est pas seulement, là encore, l'Eldorado économique que nous promettent la droite et la gauche. Ça fait partie aussi des effets pervers de cette mondialisation, comme l'absence de contrôle aux frontières, l'absence de contrôle dans les pays qui fabriquent des produits à bas coût, etc. La mondialisation, elle est anarchique. C'est bien pour ça que nous voulons la réguler par un patriotisme économique et par un certain protectionnisme intelligent. Et le dernier point vite fait, parce que vous n'avez pas répondu à ma question, je vous parlais de l'Europe impuissante face à ça, elle ne peut rien faire. L'Europe n'existe pas dans cette affaire-là. Elle a laissé l'Italie. On n'attend rien de l'Europe pour arrêter ces drames. Non, mais cette Europe-là, elle crée des problèmes, mais elle est incapable de les résoudre parce qu'elle n'est pas, je pense, adaptée à la situation de ce début du XXIe siècle. Dernier choix d'article, Cameron, c'est un article des Échos, Premier ministre britannique, prêt à quitter la Convention européenne des droits de l'homme. Mais pas seulement, pour renégocier d'une manière radicale les traités européens. Je pense que l'Angleterre, qui n'a ni l'euro, qui n'est pas adhérent au traité de Schengen, s'est rendu compte qu'elle ne peut même pas gérer notamment son immigration ou son code de la nationalité sans passer sous les fourches codines de l'Europe. Et elle a compris aujourd'hui qu'il fallait décortiquer, détricoter l'Europe pour rebâtir quelque chose. Ce qui prouve que le Front National a des alliés en Europe et que nous ne sommes pas seuls pour une autre vision de l'Europe. Mais c'est ce que j'allais vous dire, Cameron. Bon, c'est l'alternance en Grande-Bretagne, travailliste, conservateur, conservateur, travailliste. C'est un homme du système. Donc, vous qui vous présentez comme anti-système, si une idée qui vous séduit, qui vient de quelqu'un du système, vous approuvez. Donc, en France, on peut transposer. C'est un homme du système qui a compris que s'il continuait comme ça sur le chemin européen de Bruxelles, dans quelques mois, il ne serait plus au pouvoir. Il voit bien qu'il y a une pression populaire qui ne veut plus de cette Europe-là, la même pression populaire en France qui ne veut pas de cette Europe-là, et on allait dire, patriotes de tout pays, unissez-vous, à l'échelle européenne en tout cas. Merci Louis Alliot pour votre revue de presse, vice-président du Front National. Et j'arrête pas de procès donc, parce que je vous ai dit que vous étiez potentiellement peut-être d'extrême droite, mais bon, on s'en sort bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. Tout de suite, un journal sur LCI.